Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Vous êtes géopolitologue, consultant essayiste, docteur en histoire contemporaine et spécialiste des relations entre l'Europe et la Turquie et entre l'Europe et le monde arabo-musulman. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages en 2014, Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation, islamisme, également de islamisme et États-Unis, une alliance contre l'Europe en 97. Vous déjà, et on pourra en reparler sans doute, en 2018 de la stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct, et enfin de le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde, coécrit avec Emmanuel Razavi. Et vous êtes l'auteur cette année avec Jacques Sopelsa de Vers un choc global, une réédition augmentée de la mondialisation dangereuse, parue en 2021 chez l'Artilleur toujours. Alors Alexandre Delval, je vais vous citer les mots du président turc Recep Tayyip Erdogan lors du rassemblement à Istanbul ce samedi en soutien à la Palestine. L'Occident, voulez-vous reprendre le combat entre la croix et le croissant? Donc quasiment un appel au retour des croisades, de ce conflit entre Sarrasins et Francs. Alexandre Delval, est-ce que c'est ça le choc global vers lequel nous nous dirigeons selon vous? Bien sûr, oui, c'est une version stratégique actuelle post-guerre d'Ukraine liée à l'affaiblissement de l'Europe qui correspond, c'est l'une des modalités, si vous voulez, du choc des civilisations qu'avait très bien expliqué M. Huntington dans les années 1993, dans la revue Foreign Affairs. Le grand professeur d'Harvard avait déjà pronostiqué toutes sortes de conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du choc des civilisations a été un des mieux vendus au monde. Son livre a été un des mieux vendus, un des plus vendus, après la Bible, imaginez. Mais un des hommes, un des intellectuels qui étaient le plus critiqués. Alors que Fukuyama, son collègue et ami qui avait écrit La fin de l'histoire et en gros la mondialisation heureuse, lui, s'est trompé sur tout, mais a toujours été extrêmement bien vu. Morale de l'histoire, si vous voulez, quand vous annoncez, comme M. Béard, la chanson était très très bien choisie, quand vous annoncez que la paix est fragile et qu'il faut intégrer au niveau interne pour ne pas avoir la discorde civile, et qu'il faut avoir des politiques d'équilibre au niveau externe pour éviter les réactions anti-hégémoniques et ressentimentales comme que l'on voit aujourd'hui avec la Russie et le Sud global, eh bien, tout cela est connu, beaucoup de stratèges l'ont dit, comme Guy Béard, sauf que c'était des stratèges, hein. Kissinger, George Kennan, l'ancien auteur, vous savez, de la doctrine du containment, de l'endiguement contre l'Union soviétique, lui-même, George Kennan, disait à la fin de sa vie qu'on avait fait beaucoup d'erreurs et que ça risquait de mal finir avec la Russie si on continuait cet expansionnisme. Et enfin, je conclurai pour cette réponse, M. Huntington, dans son livre, conspué, mais qui ne s'est trompé sur rien, concluait sur la nécessité d'un monde multipolaire où plusieurs zones devaient être respectées en tant que telles, souveraines, avec leur mode de vie, leur mode de pensée, et que l'Occident devait renoncer à son arrogance. Il ne parle pas de l'Occident chrétien dont parlait votre collègue à l'instant, il parlait de l'Occident, cet Occident global et wokiste. Huntington avait compris que cet universalisme devenu cosmopolitisme et prosélyte, cette volonté de l'Occident de transmettre notre libéralisme à tout le monde, allait créer des réactions extrêmement radicales, et c'est l'origine de la guerre en Ukraine. On décrit souvent la théorie du choc des civilisations comme une théorie belliciste. Alors on pourra y revenir, mais justement vous dites que Huntington préconisait de reconnaître les espaces civilisationnels pour ce qu'ils étaient et selon leurs aspirations philosophiques et religieuses profondes. Est-ce que c'est cette vision réaliste qui finalement lui donne raison aujourd'hui à Samuel Huntington face à la vision de Francis Fukuyama qui est, on peut le dire, plus idéaliste? En fait, les réalistes ont eu raison. Je parlais tout à l'heure de George Kennan, l'auteur du Containment, mais Henry Kissinger,
qui a aujourd'hui 101 ans, je crois, hein, il a encore toute sa tête, il fait des conférences. Récemment en Italie, il a fait beaucoup de bruit. Eh bien, Henry Kissinger aussi a écrit dans les années 2000, attention, l'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie va créer des réactions extrêmement radicales. Et enfin, le grand stratège Mearsheimer, c'est l'homme que l'on étudie aux États-Unis pour les relations internationales concernant l'école réaliste. John Mearsheimer, il a même écrit que c'était une provocation, tout ce qu'a fait l'Occident pour essayer de répandre son modèle. Alors peut-être avec des bonnes intentions pour certains, mais cette volonté de systématiquement faire de l'ingérence dans les affaires dans les affaires des autres pour répandre notre modèle, et ce qui cachait aussi l'installation d'antimissiles et de bases, ce qui était un peu plus stratégique, un peu plus lourd et moins acceptable, eh bien ça a conduit à la situation actuelle où, il faut quand même le rappeler, nous ne sommes pas en face de l'Irak, nous ne sommes pas en face de la Libye ou de Bachar al-Assad, nous sommes en face d'un pays qui a 7000 têtes nucléaires officielles, peut-être 5000 qui fonctionnent bien, et des missiles hypersoniques. Donc, on n'est pas en face, si vous voulez, d'un acteur dont on peut nier totalement toutes les considérations sécuritaires comme s'il n'existait pas. Et c'est tout le problème actuel, c'est le principe de réalisme contre le principe d'idéalisme, ou comme disait Max Weber, le principe de responsabilité, hein, l'éthique de responsabilité, face à l'éthique de conviction. Ce que vous dites, c'est que la position de l'Europe, donc de cet Occident que vous décrivez, c'est qu'il a considéré que les nations allaient se jeter dans les bras du progrès vu à l'occidental, et que, par exemple, c'est le contraire qu'a fait un pays comme la Turquie, qui est resté attaché à son identité, qui se réislamise, on peut le dire, parce qu'elle a connu une sorte de laïcisation à sa naissance. Est-ce que c'est ça que la Turquie, est-ce que c'est ce destin que s'est choisi la Turquie, elle qui fête ses 100 ans cette année, et il y a quelques jours les Turcs célébraient les 100 ans de la République turque? Alors il faut rappeler qu'en Turquie il y avait un modèle kémaliste qui n'était pas un modèle angélique, qui était aussi parfois très violent, hein, l'invasion de Chypre en 1974, mais jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, il y avait des militaires laïcs en Turquie qui adhéraient à des valeurs proches des nôtres, mais qui étaient contre l'ingérence. Ils ne voulaient pas qu'on vienne les ennuyer chez eux, mais ils avaient un modèle qui nous ressemblait quelque part, puisqu'ils étaient laïcs. Et régulièrement, des coups d'État étaient perpétrés contre ceux qui voulaient rétablir la charia ou qui avaient un programme pan-islamiste comme Erdogan. Erdogan lui-même est allé en prison. Mais c'est l'Europe. C'est l'Europe, dans les années 70-80, qui a accueilli le Millî Görüş, qui est la maison mère de l'islamisme radical turc. Et c'est à partir de la communauté des musulmans turcs d'Allemagne et d'Alsace et d'Europe que le Millî Görüş a réussi à collecter de l'argent, à créer des troupes et à créer toute une mouvance idéologique avec beaucoup d'influence sur la Turquie. Et c'est à partir de l'extérieur, de l'Europe, qui a accueilli Erbakan. Pour nos auditeurs, Erbakan, c'était un homme qui était Premier ministre à un moment, et c'était le mentor d'Erdogan. C'est l'homme qui a créé le premier parti islamiste radical en Turquie, et il a pu prendre le pouvoir, monsieur Erdogan, après son maître Erbakan, grâce à un mouvement, le mouvement islamiste turc, qui a essaimé à partir de l'Europe. C'est un peu comme les frères musulmans qui ont pris le pouvoir pendant les révolutions arabes, après des décennies d'accueil en Suisse, en Allemagne, en France. Les frères musulmans ont été accueillis en Europe avant de reprendre le pouvoir dans le monde arabe et de déstabiliser la plupart des pays arabes pendant les fameuses révolutions arabes. Donc vous comprenez, c'est ce que je dis dans le livre, l'Occident, dans les erreurs qu'il commet, sa volonté de répandre son système universaliste, parfois a créé des contradictions incroyables, mais qui ne sont pas autant une contradiction que l'on croit. C'est ce que j'appelle l'alliance des globalismes ou des mondialismes. L'islamisme est un mondialisme et l'Occident est devenu un mondialisme, donc il y a une sorte d'alliance, pas subjective, mais de facto, il y a une convergence entre les différents modèles qui sont contre l'État souverain. Donc l'Occident a systématiquement, contre la Russie, contre l'Iran, et ensuite contre les États-nations pro-russes dans les pays de l'Est, puis contre les États souverains dans les pays arabes, à plusieurs reprises, l'Occident a appuyé les frères musulmans, et il continue, puisque le grand allié des États-Unis dans le Golfe, qui a des bases militaires américaines, c'est le Qatar.
Vous voyez, on a un lien avec l'actualité. Le Qatar, parrain du Hamas, où se trouve le bureau politique du Hamas, le Qatar, parrain des frères musulmans, qui a mis en œuvre les fameuses révolutions arabes, elles-mêmes appuyées par les démocrates américains, par M. Obama. On voit bien que la politique globale, il faut l'avoir de manière holistique. Ce qu'il se passe en Turquie, au Hamas, ce qu'il se passe à Gaza, ce qu'il se passe en Ukraine, eh bien, c'est lié à la politique globale et notamment aux erreurs de la politique étrangère interventionniste américaine. Pour conclure, pour la Turquie s'est radicalisée contre l'Union européenne et contre l'Europe et l'Occident à partir de 2003, puisqu'en 2003, il y a eu l'invasion de l'Irak, et quand on a envahi l'Irak, on a fait surgir un Kurdistan quasi indépendant, ce qui a rendu les Turcs hystériques. Et là, les Turcs ont pensé, de même que nous pensons qu'ils trahissent l'OTAN, les Turcs pensent que nous trahissons les Turcs à l'intérieur de l'OTAN, puisque nous avons aidé des séparatistes kurdes qui sont leurs ennemis existentiels. Donc, cette politique néoconservatrice américaine a déstabilisé le Moyen-Orient, a augmenté les métastases islamistes, mais aussi nous a braqué contre nous la Turquie, qui est devenue de plus en plus anti-occidentale de manière radicale, que ça soit l'anti-occidentalisme d'Erdogan, islamiste, ou l'anti-occidentalisme de l'extrême droite. Vous savez qu'il est allié avec les loups-gris, le MHP, c'est le parti ultranationaliste pan-turquiste, qui est d'ailleurs nostalgique du génocide des Arméniens et qui aujourd'hui est très solidaire de l'Azerbaïdjan, qui vient, dans une indifférence totale, de massacrer les Arméniens du Haut-Karabakh. Vous voyez que tout est lié. Alors, Alexandre Delval, est-ce que justement cette stratégie turque, et notamment que ce soit au Karabakh, à Chypre, et d'ailleurs on peut peut-être revenir sur le cas de Chypre parce qu'il est méconnu, mais la Turquie occupe la moitié de cette île. 38%. Est-ce que la Turquie, on entend souvent cette idée de néo-ottomanisme, est-ce que c'est une réalité ? Alors, il y a deux grandes théories que combattait Mustafa Kemal Atatürk, le kémalisme, que l'Union européenne a incité à renverser. C'est ça qui est fou. Vous savez que quand la Turquie a été candidate, on lui a demandé, la première chose qu'on a demandé à la Turquie, c'est d'abandonner le kémalisme qui était fondé sur un pouvoir à la fois socialiste, militaire, nationaliste, et avec un contrôle militaire sur la vie politique. Donc, en dékémalisant la Turquie pour qu'elle rentre dans l'Union européenne, nous avons permis aux islamistes d'arriver au pouvoir, et c'est comme ça qu'Erdogan a fait ce que j'appelle le cheval de Troie islamiste dans l'Europe. Erdogan a fait croire qu'il était pour l'Europe dans les années 2000, pour avoir l'Europe avec lui, et il a dit aux Européens, nous avons le même ennemi, les militaires qui empêchent la démocratie, et nous on a dit, effectivement, s'il y a un démocrate en Turquie qui est contre les militaires, on va l'aider. Sauf que ce démocrate en Turquie qui était contre les militaires, il était pour l'islamisme, le néo-islamisme. Donc je reviens à ce que je disais, la première idéologie d'Erdogan, c'est l'islamisme pan-islamiste néo-ottoman, c'est-à-dire la Turquie qui a un rôle particulier dans le rétablissement du califat, la Turquie comme leader du monde islamique. C'est pas le même califat que Daesh, c'est un califat dont les Turcs sont les patrons. Et il y a une deuxième idéologie que combattait Atatürk, que combattait le kémalisme, c'est le pan-turquisme. Et Erdogan est allié au Parlement depuis les années 2017-2016. Erdogan réussit tous ses coups électoraux grâce, parce qu'il a baissé, son parti AKP a baissé, il réussit grâce à l'alliance avec les pan-turcs du MHP, qui est l'extrême droite pan-turquiste ou pan-touranienne. Donc ces deux idéologies aujourd'hui, elles convergent, elles sont au pouvoir. Donc par exemple, quand les Turcs aident à fond les Azéris pour massacrer les Arméniens et bientôt peut-être pour attaquer l'Arménie arménienne et pas uniquement les Arméniens du Haut-Karabakh, pour le couloir de Zangezur, vous savez, pour relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan et à la Turquie, cette volonté ancestrale des Turcs de relier les pays turcs entre eux. Or, l'Arménie est un obstacle entre la liaison qui pourrait faire une jonction entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Cette idéologie-là, pan-turquiste, elle cohabite avec l'idéologie néo-ottomane. L'idéologie néo-ottomane, c'est quand Erdogan veut être le patron des musulmans et il se fait le protecteur du Hamas. Et c'est lié. Ce qu'il a dit samedi dont vous parliez, c'est logique que M. Erdogan ait vanté le Hamas, même s'il s'est rapproché d'Israël depuis quelques mois. Il s'était rapproché d'Israël après 10 ans de brouille. Il joue sur deux tableaux. Son armée a des accords avec Israël qui n'ont pas été dénoncés.
malgré la brouille depuis, vous savez, le Navi Marmara, l'énorme brouille en 2010. Mais Erdogan doit donner des gages aux militaires de temps en temps qui veulent l'alliance avec Israël. De temps en temps, il donne des gages aux islamistes, donc il soutient le Hamas. Et de temps en temps, il donne des gages à l'extrême droite, en soutenant le pantouranisme, le panturquisme, et notamment en aidant les Azéris depuis 2020 à plusieurs reprises à frapper les Arméniens du Haut-Karabakh, qui maintenant ont été purifiés ethniquement, et ça s'est passé dans une indifférence totale. Aujourd'hui, sur 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, il en reste peut-être 15 000. C'est fini, le Haut-Karabakh, en terre ancestrale des Arméniens, a été purifié de ces Arméniens, et tout cela se passe avec la bénédiction de Van der Leyen et de M. Zelensky. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le premier à féliciter M. Aliyev, le dictateur de l'Azerbaïdjan, quand il y a eu cette purification ethnique, quand il a soi-disant récupéré son territoire, qui en fait était un territoire arménien donné par Staline à l'Azerbaïdjan, le premier à avoir félicité le boucher Aliyev a été M. Zelensky. Quant à Mme Van der Leyen, elle pense que l'Azerbaïdjan est un pays très fréquentable puisqu'il nous permet d'avoir du gaz non russe. Or, en réalité, ce gaz non russe azéri est en partie du gaz russe. C'est encore plus bête que ce que l'on croit. On s'allie avec des pays comme le Qatar ou l'Azerbaïdjan pour remplacer le gaz russe par un autre gaz soi-disant plus fréquentable, qui ne l'est pas tant que ça. Mais en plus, certains nous vendent du gaz russe démarqué, si vous voulez, qui est déguisé en gaz azéri ou en gaz turkmène. Donc c'est une véritable folie collective qui s'est emparée de l'Europe. Et le chapitre que j'ai dans mon livre sur l'Europe s'appelle justement le chapitre sur le Bisounoursland européen, ou l'OJNI, cet objet géopolitique non identifié. L'Europe est la seule entité, non étatique d'ailleurs, c'est pas un vrai État, qui plaide contre elle-même et qui endosse des dispositions, notamment de l'OTAN, des Américains, qui lui sont nuisibles. C'est la seule entité suicidaire qui conduit une politique nuisible à sa survie et à sa souveraineté, ce qui est assez extraordinaire. En 2020, Erdogan conduisait la transformation de Hagia Sophia, donc Sainte Sophie à Istanbul, la transformer en mosquée aux yeux du monde entier, avec des prières de rue géantes et un peuple turc et azéri présent à Istanbul en masse. Aujourd'hui, Erdogan en appelle même, il appelle l'Occident et lui demande s'il veut reprendre le combat entre la croix et le croissant. Et en face, en Europe, nous avons l'Église catholique qui se pose des questions sur la place des femmes dans l'Église, de la bénédiction des couples homosexuels. Alors, est-ce que c'est emblématique justement de civilisation qui se réaffirme, et en Europe d'une civilisation qui justement passe son temps à douter, à se remettre en question, au point même de presque de disparaître, de voir son influence et sa respectabilité et donc sa puissance être mise durement en question? Alors, vous savez, Hegel disait « Rien ne résiste à une idée dont l'heure est arrivée ». Moi, je pense que l'histoire est faite par des faits bruts, bien sûr, de la matière, mais aussi des idées. Et ceux qui ont fait des idées font l'histoire. Et quand une idée devient dure, devient à la mode, comme dit Hegel, quand son heure est arrivée, ça s'appelle un trou noir sémantique. C'est-à-dire, rien ne peut aller contre cette idée. C'est ce qui se passe avec le globalisme. L'idée selon laquelle la frontière est un instrument de torture, comme m'a dit un jour un grand homme politique italien, maire de Palerme, président d'un parti très pro-migrant. Pour lui, l'instrument de torture, c'est la frontière. La carte de séjour est un instrument de torture. Il ne devrait y avoir aucune barrière entre aucun citoyen du monde entier. Donc, c'est l'abolition même de l'État-nation. Cette idée, si vous voulez, elle est tellement puissante dans l'Occident, qui n'est pas l'Occident. Moi, je distingue deux Occidents, l'Occident identitaire et l'Occident globaliste. Et c'est même pas un jugement de valeur. On a le droit d'être mondialiste. C'est un projet utopique qui a parfois été développé par des philosophes, et il y a déjà même plusieurs centaines d'années. Mais ce projet utopique, si vous voulez, s'est emparé des consciences des dirigeants occidentaux, et tout le monde, c'est un peu comme le wokisme. Vous savez que beaucoup d'entreprises, au départ, ne sont pas dirigées par des wokistes, mais les DRH vous disent on va être mal vu si on n'a pas les quotas pour telle ou telle minorité, donc on y va, histoire de ne pas avoir un mauvais article dans la presse, si vous voulez. C'est une minorité, ce globalisme, cette idéologie globaliste et minoritariste en même temps, ce qui est contradictoire, et transfrontière et anti-frontière, mais c'est une minorité
qui impose son point de vue par la réductio ad Hitlerum, par la DCR, ce que j'appelle la DCR, discrédité, culpabilisé, renversé, par des techniques de culpabilisation et de diabolisation. Tout le monde doit aller dans ce sens. Et j'en arrive à votre question, même l'Église catholique. L'Église catholique, qui a aussi une partie politique, puisque c'est le Vatican, c'est un État. L'Église catholique qui est dirigée depuis François par un homme qui a toujours été très politique. Regardez le livre sur la série, la mini-série sur ce pape sur Netflix, elle montre bien qu'en Argentine, ce pape a été extrêmement ambigu avec la dictature. Il est passé d'une ambiguïté vis-à-vis de la dictature militaire d'extrême droite à un espèce de gauchisme affiché, probablement pour faire oublier son passé. On a un pape qui est très politique, qui n'a pas grand-chose de spirituel. D'ailleurs, il parle toujours de choses horizontales. C'est peut-être sympathique de parler des pauvres, des migrants, on déteste l'argent, mais moi je me méfie de gens qui disent qu'ils détestent l'argent, c'est pas toujours vrai. On se rappelle de Hollande. On a un pape, si vous voulez, qui est obligé entre guillemets, de surfer sur ce globalisme, sur cet anti-frontiérisme qui est devenu un trou noir sémantique, c'est-à-dire en Occident, un leader, un dirigeant, un chef d'entreprise, une grande entreprise, un homme politique, s'il va contre ce globalisme, eh bien, il va se retrouver dénoncé par exemple, des observateurs sur les fake news qui traquent sur Internet, des conspiracy watch. Il va être traqué par Mediapart, ensuite ça va être repris dans Le Monde. Il va se retrouver avec des émissions défavorables sur toutes les chaînes publiques qui sont maîtrisées en gros par des idéologies de gauche ou transfrontalières. Il va se retrouver aussi épinglé sur BFM. Et il restera que CNews où il pourra éventuellement s'exprimer, et encore quand on voit les publicités. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est structurel. Et aucun leader n'ose aller contre, que ce soit les leaders politiques, à part Musk, à part Elon Musk, qui se fait épingler, vous remarquerez ces jours-ci, même dans le Figaro, il y a un dossier qui n'est pas très sympathique dans le volet économique sur Elon Musk. C'est un peu ce que disait aussi Guy Béard dans une autre chanson, celui qui dira la vérité sera sacrifié ou sera éliminé. Donc Guy Béard, vous aviez eu raison de le passer, il a tout dit. Oui, c'est d'ailleurs une musique qu'on diffuse régulièrement sur Ligne Droite. Alors Alexandre Delval, restez avec nous, il est presque 9h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Marie Falicon. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes avec Alexandre Delval, excusez-moi. Vous êtes l'auteur de Vers un choc global à la mondialisation dangereuse. Donc c'est une nouvelle édition, revue et augmentée. Alors nous parlions tout à l'heure de la réaffirmation donc identitaire et civilisationnelle de pays comme la Turquie. Vous déploriez l'affaiblissement du camp occidental, on va dire, pour faire court, même si vous donnez des nuances à cette appellation. Mais alors, si l'Occident se réaffirme, si il prend conscience qu'il a besoin de savoir qui il est, en quoi cette réaffirmation identitaire peut-elle peser dans les relations diplomatiques, dans la géopolitique? En quoi c'est bien beau, je vais vous dire trivialement, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Ça sert à beaucoup, parce que des études ont été faites sur l'auto-estime et sur l'interaction entre auto-estime individuelle et relations entre humains. Notamment William Scholz, c'était le grand spécialiste de l'auto-estime. Et ce qui est très, très intéressant, les spécialistes montrent que plus un groupe humain développe une idée positive de lui-même, eh bien, même s'il est fier de quelque chose qui est très différent de celui d'en face, en l'occurrence, par exemple, un bloc islamiste, eh bien, paradoxalement, plus le bloc d'en face, très différent de vous, voire même un peu opposé historiquement, va vous respecter parce qu'il voit chez vous se dégager une fierté. Donc, ça, ce sont des études de travaux scientifiques, c'est extrêmement intéressant sur l'auto-estime. Ça montre bien que quand une nation développe d'elle-même du wokisme, du repentir, des excuses, du mea culpa en permanence, comment voulez-vous que le bloc d'en face, qui déjà n'a pas une très bonne vision de vous à cause de contentieux historiques, mais ça c'est toutes les nations, même les Turcs avec les Arabes ont des contentieux, mais plus vous développez une idée négative de vous, plus il est certain que l'autre
va vous critiquer et vous accabler. Mais c'est logique, c'est comme vous-même. Si vous vous excusez tout le temps, les culpabilisateurs vont vous accuser beaucoup plus. Un culpabilisateur ne vous accusera pas s'il sait que vous ne culpabilisez absolument pas. Connaissez-vous des culpabilisateurs, des manipulateurs qui s'en prennent à ceux qui s'excusent jamais? Non. Ils vont s'en prendre en général, un culpabilisateur va être attiré par quelqu'un d'extrêmement gentil, qui doute de lui, qui s'excuse tout le temps. Eh bien, les nations, c'est pareil. Donc, pour vous répondre, si l'Occident était sûr de lui, mais sans être arrogant, comme le dit bien Huntington dit, attention, l'Occident doit renoncer à son arrogance, par contre, développer une fierté de lui-même, défendre sa culture, son identité. Alors, l'identité pour M. Huntington, c'est composé de beaucoup de choses. Ça peut être la langue, un groupe ethno-linguistique, ça peut être aussi la religion, ça peut être tout simplement une vision nationale, un peu comme la République française, qui n'est pas forcément fondée sur du concret, qui peut unir des ethnies différentes, mais en tout cas, une identité nationale ou civilisationnelle, si elle n'est pas affichée fièrement, elle va être épinglée, elle va être critiquée, elle va être maltraitée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous donnons un signe de faiblesse extrême au reste du monde, mais en même temps, si encore on est extrêmement humble, mais en plus, en donnant des mauvais signes, des signaux de faiblesse, dans le même moment, on fait de l'ingérence et on demande aux dirigeants du Sud global d'améliorer la situation des LGBT, de la démocratie libérale, on refuse un dirigeant qui a été mis en place de telle ou telle manière. Parfois même, on fait des guerres pour renverser des dirigeants qui ne nous plaisent pas. Donc, nous associons une haine de nous-mêmes qui nous rend faibles psychologiquement avec une arrogance consistant, puisque nous sommes universalistes, à considérer que si je suis universel, j'ai le droit de m'ingérer dans les affaires des autres, il va bien le prendre. Non, c'est le contraire. Il va très mal prendre notre ingérence, mais en plus, comme nous doutons de nous, il va penser que nous n'avons pas le courage d'afficher notre impérialisme et que nous masquons notre ingérence néo-impériale derrière, en fait, un sans-frontiérisme, un globalisme de façade. C'était vrai au début, je le montre dans ce livre, il y a tout un chapitre sur l'histoire du globalisme, pas au sens complotiste ou populiste du terme, avec des travaux des meilleurs universitaires qui ont écrit sur ce sujet. D'ailleurs, j'écris ce livre avec l'ancien président de la Sorbonne, Jacques Sopelsa. C'est un manuel de géopolitique en 14 entrées, c'est pas juste un essai, il y a beaucoup de chapitres différents sur les mafias, sur ce sujet que je viens de traiter, sur l'Europe, sur le virus, sur la crise économique et sur l'islamisme radical, mais aussi sur la Chine et les 138 conflits en cours aujourd'hui, dont 38 conflits ouverts. Et nous montrons bien dans ce livre que l'universalisme, c'est quelque chose de positif, c'est l'Occident chrétien qui était universel. Par contre, le globalisme, le cosmopolitisme, le mondialisme est une déviance, est une perversion extrêmement dangereuse d'un universalisme qui est valable quand c'est au niveau des valeurs, mais quand l'universalisme devient politique, ça devient de l'impérialisme cosmopolite, où un nouvel empire, l'empire occidental global, voudrait imposer toutes ses valeurs, son consumérisme, ou plutôt ses anti-valeurs, ces valeurs faites de destruction des entités traditionnelles, puisque cet Occident universaliste libéral, libertaire, considère que les valeurs traditionnelles des peuples sont un obstacle à Macworld. Nous développons tout un chapitre là-dessus. Macworld, c'est l'expression du grand penseur américain Benjamin Barber, et c'est un sociologue américain démocrate, qui est absolument pas un populiste, c'est un très très grand penseur américain. Benjamin Barber parle de Macworld, cet expansionnisme consumériste, libéral, libertaire de l'Occident qui fait peur au reste du monde. Ça nous fait pas bien voir. Nous, on croit qu'on va être bien vu parce qu'on est universel, mais quand les peuples qui ont des traditions, des frontières et des religions voient arriver cette anti-valeur libérale libertaire qui est faite de déconstruction et de wokisme, ils ont peur pour leurs valeurs. D'ailleurs, Erdogan, vous savez comment il a été élu? Au deuxième tour, il était très juste. Il a dit au deuxième tour, si vous voulez la destruction de nos valeurs, votez pour le candidat kémaliste et donc vous serez avec les LGBT et le wokisme. Si vous votez pour moi, nous ferons barrage aux LGBT. Alors, je ne dis pas qu'il a raison et je ne veux pas fustiger, bien sûr, ceux qui aiment les valeurs LGBT. On n'est pas là pour juger. Mais Erdogan a pris des points juste en surfant sur l'idée, démagogique certes, qu'il allait bloquer le wokisme occidental. Vous imaginez à quel point
nos valeurs interventionnistes universelles sont devenues un repoussoir. Moi, je pense qu'on devrait déjà défendre nos valeurs universelles d'origine judéo-chrétienne d'ailleurs dans nos quartiers où ces valeurs diminuent, où les femmes ont peur de sortir, où les homosexuels sont agressés. On devrait déjà défendre nos valeurs dans nos quartiers, ce que nous ne faisons pas. Nos hommes politiques n'assurent plus notre sécurité en faisant venir toute une série de populations qui n'est pas intégrée et qui détestent nos valeurs, alors que paradoxalement, nous voulons exporter ces valeurs libérales libertaires aux nations qui ont le droit de ne pas en vouloir. Moi, je pense que les autres nations ont le droit de ne pas vouloir de ces valeurs. Par contre, nous, si on a des valeurs, on devrait les faire respecter dans nos quartiers, ce que nous ne faisons pas. C'est ça le grand paradoxe de cet Occident ingérant, globaliste, arrogant, qui exporte chez les autres, avec un très mauvais succès, ce qu'il n'arrive même pas à assurer chez lui. Alors justement, vous parliez des valeurs universelles. Est-ce que justement l'Occident ne s'est pas coupé au final des valeurs universelles, dans le sens où il rejette ce qui est universel, à savoir un modèle traditionnel, familial, vertical, communautaire, national même plus récemment. Est-ce que c'est en ce sens même l'Occident s'est même coupé de l'universalisme ? Alors, l'universalisme judéo-chrétien enraciné, fait de valeurs et d'acceptation de la séparation entre le temporel et le spirituel, le vrai christianisme, normalement, pendant des siècles et des siècles, les papes n'allaient pas critiquer les dirigeants qui défendaient leurs frontières, parce qu'il y avait deux domaines. Alors, il y avait parfois des frictions entre le pape et le roi, ou le pape et l'empereur, on se rappelle de l'empereur ou de Philippe le Bel, mais chacun avait son domaine, et le pape n'avait même pas l'idée de dire que les nations ne devraient pas exister. Aujourd'hui, on a un pape qui, en Italie par exemple, où je suis très souvent, j'enseigne à Rome, moi ce qui m'a frappé en Italie, c'est que le pape ne rate pas une occasion. Chaque semaine, il fustige le centre droit, parce qu'en Italie, on appelle ça le centre droit, le gouvernement qui unit Mme Berlusconi, M. Salvini et Meloni. Et Mme Meloni. Le regretté Berlusconi, malheureusement, nous a quittés. Et voilà. Et le parti de M. Tajani, l'ancien parti de M. Berlusconi, on appelle ça le centre droit. Le pape n'arrête pas de critiquer uniquement le centre droit lorsque le centre droit veut freiner l'immigration ou prendre des mesures contre les migrants clandestins. Mais ce pape n'a jamais critiqué le parti communiste. Le parti de 100 millions de morts, l'idéologie de 100 millions de morts avec, d'ailleurs, on a souvent fait privilégier les chrétiens parmi les martyrs du communisme, ce communisme qui a été une idéologie foncièrement antichrétienne, que Pie XII avait qualifié d'intrinsèquement pervers, ce pape-là ne critique jamais la gauche wokiste qui est contre les valeurs traditionnelles de l'Église et même des religions abrahamiques en général, des valeurs du décalogue. C'est assez stupéfiant. Donc on voit bien qu'on est dans une époque du grand renversement. J'avais fait un article un jour dans Valeurs Actuelles, le grand renversement, puisque cet Occident, qui n'est pas universaliste au sens chrétien du terme, mais qui est cosmopolite, il passe par la destruction de toutes les valeurs traditionnelles, mais aussi des nations souveraines. Son ennemi, c'est la souveraineté. Et donc cet Occident-là, forcément, il n'a rien à voir avec l'universalisme chrétien. Il fait du renversement. Il fait croire qu'il est universel, mais en réalité pour asseoir un empire consumériste global. Et c'est pour ça que les grandes multinationales, et c'est pas du complot, parce que tout ça est ouvert, tout ça est affiché, les grandes multinationales, j'allais dire normales ou digitales, les GAFAM, mais pas que, les grandes multinationales en général. Certaines en reviennent du wokisme, puisque ça ne fait pas forcément bon ménage avec les affaires. Non, en fait, toutes les grandes multinationales, digitales ou industrielles, aujourd'hui, d'origine occidentale, sont toutes à fond dans les valeurs, dans la promotion des valeurs du wokisme. Et Benjamin Barber l'explique bien, parce que Macworld, il peut augmenter ses économies d'échelle et développer son hédonisme qui permet la consommation. Le consumérisme est fondé sur l'hédonisme. Pour pouvoir consommer toujours plus, il faut créer du marketing, donc c'est la création de désirs, de nouveaux produits, et donc il faut enlever toutes les barrières qui pourraient empêcher de consommer quelque chose. Donc il faut détruire même les barrières identitaires, les barrières douanières. C'est pour ça que les grandes multinationales sont contre l'État-nation et en général sont dans l'optimisation fiscale totale, voire dans l'absence même elles ne s'acquittent même pas de leur devoir fiscal. Ces grandes multinationales, comme dit mon ami André Berkoff, sont les racailles d'en haut, si vous voulez, les racailles d'en haut
qui d'ailleurs sont complices des racailles d'en bas, puisque dans les deux cas, il y a une volonté de détruire l'État-nation avec ses juges. Regardez, les grandes multinationales dans les accords de libre-échange veulent remplacer les juridictions des pays par des arbitres qui sont des avocats eux-mêmes des grandes multinationales. Et ça, c'était le grand scandale quand on a voulu sceller, vous savez, des accords de libre-échange internationaux, notamment transatlantiques. On avait remarqué... Vous vous rappelez? Non, voilà, absolument. C'était il y a quelques années. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une volonté de remplacer les juges par des arbitres déracinés qui ne répondent à aucune loi d'un État-nation. Voilà, qu'il y a une volonté de démanteler l'État-nation qui fait converger la gauche moraliste d'un côté, qui n'est que l'idiot utile pour donner une légitimité idéologique. Mais en vérité, ce projet vient des multinationales et du grand capital. Et pourtant, je ne suis pas marxiste, je suis pour le capitalisme enraciné. Mais ce grand capital sans racines, il est à fond dans ce projet pour avoir des économies d'échelle plus grandes. Alors, Alexandre Delval, on va revenir sur l'actualité, mais on va l'allier avec ce sujet-là. Concernant la guerre israélo-palestinienne, est-ce que justement, alors quand vous expliquez que donc, les blocs doivent être forts et se respecter, est-ce que la situation d'Israël n'est pas inextricable dans le sens où Israël est vu comme, et c'est la vision américaine, hein, comme une tête de pont occidentale dans un monde arabo-musulman, alors certes avec peut-être cette exception libanaise, même si elle est en danger, on va dire, et en déclin. Est-ce que c'est tout le problème d'Israël, c'est que c'est une tête de pont occidentale au Moyen-Orient qui n'est pas acceptée, qui n'est pas supportée, et malgré les efforts diplomatiques qui étaient en préparation, cette nouvelle attaque du Hamas et ce regain de la guerre va faire s'écrouler des efforts diplomatiques. Est-ce que le problème israélien n'est pas inextricable ? Absolument. Du point de vue religieux, justement, tant que c'était un conflit israélo-palestinien, identitaire entre arabes, d'ailleurs parfois chrétiens et israéliens, d'ailleurs eux-mêmes parfois aussi également chrétiens. Vous savez, et des Israéliens musulmans. Il y a de plus en plus d'Israéliens, bien sûr, musulmans, il y en a pas mal, puisqu'il y a 2 millions, plus d'un million, à peu près 2 millions de musulmans. Mais il y a aussi des Arabes chrétiens en Israël, mais il y a aussi des Russes chrétiens en Israël. Donc, ça pourrait être un conflit entre deux nations, une nation qui n'a pas son État et une nation qui a pris son État, selon l'autre, au détriment de l'autre nation. Mais le génie des islamistes, depuis la seconde intifada, la fameuse intifada El-Aqsa, déjà on l'appelait El-Aqsa en 2000, ça a été de rappeler à son bon souvenir tout le monde musulman, hein, que le palestinisme existait, en le religiosisant. Hein, cette expression que j'avais créée dans des articles, religiosiser, c'est-à-dire faire passer le combat palestinien pour un combat pan-islamique. Et c'est pour ça que cette seconde intifada s'est appelée El-Aqsa en 2000, et c'est pour ça que les brigades militaires du Hamas ont attaqué sur la symbolique de récupérer El-Aqsa, qui aurait été profané par des ultra-religieux juifs, et c'est pour ça que l'Iran parle d'El-Aqsa, et c'est pour rapidement, ça que... Alexandre Delval. Al-Aqsa. Donc, si vous voulez, le passage au religieux rend le sujet absolument insoluble, et ça met en porte-à-faux tous les dirigeants arabes qui se fichent un petit peu des Palestiniens, qui allaient faire des accords avec Israël sur le dos des Palestiniens. Mais là, le problème, ça les met en porte-à-faux, et c'est extrêmement problématique pour eux. Un grand merci Alexandre Delval d'avoir été avec nous ce matin. C'était passionnant, on pourrait en parler longuement car votre ouvrage est conséquent. Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, une nouvelle édition revue et augmentée aux éditions L'Artilleur. Merci à vous.